Ce soir, donc, on a Benoît qui donc, pour ceux qui connaissent, je sais pas si quelqu'un, un des collègues peut mettre c'est la série de vidéos qu'il a faite, faut vraiment que vous compreniez sur notre chaîne Solidarité et Progrès sur YouTube. On a donc Luc Jacob qui, enfin si, d'ailleurs après, vous pourrez préciser, votre parcours et tout ça, mais donc Luc Jacob a fait partie donc de la commission monétaire et du Gouv début d'année. Et donc si je me plante pas, tu as été aussi signataire du manifeste que l'on a fait pour l'aménagement du territoire et que la République gouverne la finance, et tu es candidat actuellement au régional, ça. Et Gérard Fouché, donc si je me plante pas, pareil, tu préciseras s'il faut, mais je crois que tu es metteur en scène à la base, dans le spectacle et donc depuis, quelque temps tu traites de la question de la monnaie. Donc voilà, 3 personnes qui sont différentes, qui ont un parcours différent. Et donc ce soir, la grande question est de savoir comment on va aborder la question de la monnaie, quel est le problème et quelle est l'alternative, de telle sorte à ce que cette discussion nous soit utile pour nos activités citoyennes par la suite. Donc voilà, voir c'est sur quoi on est d'accord, c'est sur quoi on ne l'est pas et comment on va aborder ce problème du monde. Donc, pour commencer, on va juste, les 3 personnes vont pouvoir, nous dire en 5 minutes comment ils voient le problème, comment ils voient la solution et vous pouvez poser les questions dans le chat conférence, à l'écrit et puis, on vous passera la parole au fur et à mesure. Voilà, heu, donc bah, je sais pas si Benoît, tu peux commencer, puis après on passera à Luc et puis ensuite à Gérard? D'accord. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Benoît Odile, je suis, militant à Solidarité et Progrès depuis, 12 ans. J'ai fait effectivement cette série, vidéo sur YouTube, la chaîne de Solidarité et Progrès, donc sur, la création monétaire, sur la dette, sur, la finance en général et j'ai commencé aussi, certaines, vidéos depuis quelque temps sur, l'économie physique, je vais y revenir. Mais donc voilà, mon l'idée là, c'est en 5 minutes, je vais essayer de vous exposer la position de Solidarité et Progrès sur la question de la monnaie. La monnaie, évidemment, il y a cette citation de Georges Boris, qui était un ami de Gaulle et Mendès France, qui disait: Si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État». Donc déjà la monnaie, c'est une question politique, de la plus haute importance parce qu'elle décide, finalement la création de monnaie décide de là où on va investir, des secteurs qu'on va développer ou qu'on va pas développer. Donc c'est quand même, une question politique fondamentale. Mendès France en avait fait quasiment, l'outil démocratique, par excellence en disant que, bah, il fallait, quasiment, voter en créant de la monnaie, quoi. Donc c'était, on voit qu'il y a des enjeux qui aujourd'hui ne sont plus discutés dans le débat politique et qui l'étaient dans les années, des 30 glorieuses, qui était, bah, une période où, cette question monétaire était, discutée, en public puisqu'on l'appliquait tous les jours. Alors je vais y revenir d'ailleurs, mais dans la monnaie, il y a 2 questions à se poser. Nous, c'est ce qu'on dit, c'est déjà qui la crée? Que c'est une question de, bah, disons de pouvoir finalement, hein, c'est comme, voilà, les médias, la justice, je sais pas, il y a un pouvoir avec la monnaie. Donc il faut savoir qui l'a créé. Est-ce que c'est, on laisse juste les banques, le faire? Est-ce qu'on laisse les banques centrales qui sont pas sous contrôle du peuple? Est-ce qu'on a des banques nationales? Ce qui est, par exemple notre, notre proposition, à Solidarité et Progrès. Donc voilà, c'est déjà savoir ou alors ça peut être aussi de la monnaie, locale et cetera. Donc ça c'est des choses qu'il faut discuter, de savoir qui crée la monnaie. C'est très important, en termes de pouvoir politique. Et la deuxième question qui va avec, les 2 sont à mon sens et à notre sens à mettre toujours ensemble, c'est pourquoi faire? C'est-à-dire, dans quoi on investit avec cette nouvelle, monnaie créée. Donc, c'est ce qu'on appelle nous, bah, la question de l'économie physique, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on va essayer de se donner des critères d'investissement pour lesquels, la production physique de l'économie va être, améliorée. D'accord? Donc ça veut dire que,
On a pas mal de critères. Alors, on va y revenir, je pense, dans les questions. Mais nous, on parle de, par exemple, la densité de flux d'énergie. Donc, c'est par opposition, pour être très clair, c'est en gros, on va être plus pour le nucléaire que pour les renouvelables, parce qu'il y a une plus grande densité de flux d'énergie, donc un plus grand surplus énergétique. Et donc, ça permet de faire plus de choses dans la société. Et nous, on pense que ce critère-là devrait être un critère fondamental pour orienter la création monétaire. Donc, parce que donc la monnaie, bah, c'est pas une richesse, ça doit suivre en fait l'expansion de la production physique. Ça doit pas être quelque chose qui la domine. Et comme c'est dans cet ordre-là que ça doit se passer, donc en fait, l'économie physique devient finalement disons, un domaine dans lequel, bah, si on n'est pas compétent, on peut amener la société au chaos. Et je pense que ce qu'on voit depuis 50 ans maintenant, avec la désindustrialisation, avec la haute finance qui prend le dessus, c'est évidemment qu'on a perdu de vue cette question de l'économie physique. On peut se satisfaire d'un système monétaire imparfait. C'est-à-dire, même avec le système actuel, je pourrais vous bricoler des trucs qui font qu'on arriverait quand même à investir dans l'économie physique, mais ce serait un peu comme conduire une voiture avec le frein à main enclenché, quoi. C'est moins évident, mais c'est encore possible. Voilà. On peut essayer de se débrouiller. On a vu après-guerre, dans les années 45, le système qui s'est mis en place avec la Banque de France, qui faisait des avances au trésor public. Et donc, c'était de la création monétaire. Ce trésor public injectait la monnaie dans l'économie. Et ensuite, par un système donc d'impôts et de taxes sur l'économie, la monnaie revenait au trésor public et elle était ensuite remise dans la Banque de France pour être détruite. Donc, il y avait tout un système qu'on appellerait du recyclage, hein, de monnaie, et c'était ce qu'on appelait le circuit du trésor. Donc, c'est quelque chose qui s'est mis en place un peu, on va dire, un peu par des gens qui ne connaissaient pas forcément grand-chose en théorie monétaire, entre guillemets, mais qui, en termes de pratique, avaient une pratique assez saine de cette création monétaire, puisqu'il y a eu une expansion économique énorme, la productivité physique a augmenté d'un facteur 5, donc c'était quand même quelque chose d'assez efficace. Donc ça, c'est le genre de modèle, évidemment, qu'on aimerait mettre en place, hein, un modèle un peu plus, on va dire, sophistiqué, un peu plus cadré quand même. Mais en tout cas, c'est le modèle des Trente Glorieuses de ce qu'on pourrait faire en termes de création monétaire sous le contrôle de l'État et avec évidemment un rôle des citoyens beaucoup plus important que dans les Trente Glorieuses. Parce qu'il faut bien le dire, les gens regardaient pas vraiment ce qui se passait, hein, de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, un rôle beaucoup plus fort des citoyens pour décider de cette création monétaire. Et donc, cette question d'une banque nationale serait fondamentale. Ça ne voudrait pas dire que on se substituerait entièrement, en fait, aux banques ou au système financier en général. C'est juste qu'on aurait de toute façon un outil qui permet d'être indépendant des marchés financiers ou des banques si on a envie d'investir sur le long terme. Donc c'est un outil d'émancipation. Donc pour nous, c'est pour ça que c'est une question politique fondamentale. Cette question monétaire, c'est pas juste une question d'experts, c'est une question voilà, de citoyens, de gens qui veulent orienter l'avenir. Voilà, donc on reviendra sûrement sur ces questions d'économie physique, de critères, voilà, pourquoi on doit investir dans tel ou tel truc. C'est quand même une question assez importante. On a beaucoup fait d'émissions sur la fraude de la finance verte et de l'économie verte aussi qui est en train de se développer. Donc, je répondrai à vos questions là-dessus, parce qu'on a déjà fait des émissions, mais en tout cas, c'est un peu le cœur aussi du sujet. Voilà, je laisse Luc peut-être Yep. continuer là. Ouais, carrément, si Luc, tu peux nous donner ta vision des choses. Ouais, bah merci. C'est pas évident de passer après Benoît parce que moi, je vais retracer un petit peu mon parcours, compléter ma présentation.
Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'économie, c'est au début du mouvement des Gilets jaunes, parce que j'ai géré la plateforme Le Vrai Débat, mais pour la région Bretagne, et c'est là que j'ai rencontré un économiste, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la création monétaire. Et donc, je suis allé chercher des informations sur les vidéos qu'a fait Benoît. Et j'ai rencontré un économiste qui s'appelle Christian Van der Broek. Alors, Christian Van der Broek, lui, c'est un économiste qui a soutenu René Dumont. Il a soutenu René Dumont en 1974. Alors, René Dumont, c'était le premier économiste qui se présentait au présidentiel. Et il a fait des recherches pendant presque 50 ans. Et il a rejoint la théorie. De son côté, il a travaillé sur une théorie qui ressemble beaucoup à la théorie moderne de la monnaie qui est décrite par Stephanie Kelton et Warren Mosler aux États-Unis et qui a inspiré le programme démocrate de Biden. Et depuis, donc, j'ai été référent au comité citoyen de la monnaie. Et on vient, c'est juste aujourd'hui, on a mis en ligne le premier rapport du comité citoyen de la monnaie où on défend cette théorie-là qui est à peu près ce qu'a expliqué Benoît tout à l'heure, mais ce serait par rapport à une monnaie complémentaire nationale inspirée un petit peu des certificats de crédit fiscaux pour retrouver la souveraineté monétaire et associée aussi à la démocratie, à la participation citoyenne pour justement refaire un peu les mêmes idées que ce qu'on a fait pendant les 30 Glorieuses. Et comme je me présente en Bretagne, puisque vous l'avez dit dans la présentation, on va essayer de refaire ce qui a été fait dans les années 50 en Bretagne. C'était justement un peu une sorte de petite assemblée bretonne où les citoyens participaient et ont exprimé des projets qu'ils ont mis en place. Et justement, il y avait, par exemple, un radom à Plumeur-Baudou pour faire des communications avec les États-Unis. Et on va essayer de refaire la même chose aujourd'hui, mais avec des idées pour la transition écologique et pour faire repartir les services publics, les biens communs, le bien-être pour les citoyens, quoi. Voilà. En 2 mots, la commission citoyenne, c'est la commission du Gouv ou c'est autre chose? Ouais, alors dans le Gouv, c'est un projet plutôt national avec Fabrice Grimal. Et à la Bretagne, ça va être sur la liste de Daniel Cueff, c'est le maire de Languette qui avait fait un premier arrêté anti-pesticides. Mais ça va être autre chose parce que ce sera entre Bretons, ce sera pas entre tous les Français, quoi. Merci, on va passer à Gérard, limite, si, puis après on aura les discussions comme il se faut. Ouais, est-ce que Gérard, tu nous entends? Toi qui es aussi en Bretagne d'ailleurs. Donc, j'ai bien entendu Benoît et Luc. Ce qu'a dit Benoît est extrêmement intéressant parce que ça nous pose la question à quoi ça sert la monnaie, quoi. Historiquement, les premiers souverains, les premiers despotes qui ont eu l'idée de frapper leur tête sur des pièces, c'était pour faciliter les prélèvements sur la population. Un centre de pouvoir qui vit aux dépens d'une certaine région, le centre de pouvoir en général, presque toujours d'ailleurs, comme le dit Attali, la plupart des pays portent le nom de la tribu qui a conquis la zone. La France, les Francs, les Germains en Germanie, en Allemagne, etc. Donc la tribu qui a conquis un certain territoire va vivre aux dépens de ce territoire. Et donc il y a un centre de pouvoir qui se met en place, qui sont en général les vainqueurs, qui écrivent l'histoire, entre guillemets, à servir la population qui les entoure de manière à pouvoir profiter d'une vie riche et opulente dans le centre, en général, qui devient la capitale du pays. Pourquoi est-ce que la capitale émerge? Pourquoi est-ce que la ville émerge? Tout simplement parce que comme le pouvoir se situe là et que la plupart des denrées qui sont prélevées à la périphérie du royaume reviennent vers ce centre-là pour nourrir les vainqueurs, évidemment, ça manque de denrées à l'extérieur et il y a beaucoup de denrées à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de gens qui rappliquent au centre de pouvoir, à la capitale, pour travailler pour eux. C'est un peu comme ça que les villes naissent. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le prélèvement sur la population environnante s'effectue d'abord par la force. C'est-à-dire que voilà, il y a des soldats, des armes, des gens armés qui arrivent et qui prélèvent simplement une partie de la récolte ou qui prélèvent de la laine pour emmener au centre de pouvoir, pour faire des beaux vêtements et pour avoir une nourriture de bonne qualité.
Et donc la monnaie, c'est une invention qui permet, que je ne vais pas citer Attali toute la soirée, mais bon, c'est encore une citation d'Attali, qui dit la monnaie, c'est pour combattre la violence. Effectivement, par rapport au fait d'aller piller des gens dans leur campagne pour ramener tout ça au royaume, au palais, c'est plus avantageux de les payer. Alors évidemment, quand un paysan voit un soldat qui arrive et qui lui dit au lieu de te prendre ta récolte de force cette année, je vais te la payer, le paysan il comprend pas, mais il comprend très vite quand on lui annonce qu'il va être obligé d'accepter le paiement parce que ces fameuses pièces avec lesquelles on le paye, il va être obligé de les rendre à la fin de l'année pour payer un impôt obligatoire sous peine de prison. Donc évidemment, ça passe comme une lettre à la poste. Donc en fait, tout ça pour vous dire que la monnaie, au départ, c'est un moyen de prélèvement. Et là, on en arrive à notre sujet central de ce soir, qui doit bénéficier de la création monétaire. Parce que si c'est le roi qui frappe des pièces avec son profil marqué dessus et qui, avec ces pièces-là, qui lui coûtent pratiquement rien, parce qu'évidemment, il a saisi les mines d'or, il a saisi les mines d'argent, il met des esclaves à travailler, des frappeurs pour faire les pièces, donc la pièce elle-même ne coûte quasiment rien. Par contre, elle fournit un pouvoir d'achat au souverain, elle fournit un bon d'appropriation au souverain. Donc, ça nous pose la grande question de la création monétaire, puisque la monnaie, c'est un moyen physique ou chiffré de recevoir, de s'approprier des ressources, de s'approprier du travail. Qui doit en bénéficier? C'est ça la grande question. Qui doit recevoir de la monnaie? Alors évidemment, si on se met dans un système où il y a déjà une activité sans monnaie, par exemple, disons un petit village où les gens se rendent des services gratuitement, se donnent des denrées gratuitement, bon, c'est à peu près où on en est, voilà, tu m'as donné des tomates cet été, je vais te donner un peu de pommes de terre cet hiver, mais t'inquiète pas, on compte pas, on note rien, voilà, on vit dans le don mutuel, ça marche bien. Donc voilà, donc la grande question de la création monétaire, qui est donc un moyen d'acquérir des choses, de recevoir des choses, voilà, c'est ce que je viens de dire. Bah, la grande question, c'est qui doit avoir ce privilège-là? Est-ce que ça doit être le souverain? Est-ce que ça doit être un groupe de souverains ou un groupe de politiciens sous la forme d'un État? Est-ce que ça doit être une banque centrale? Est-ce que ça doit être... Après, on a toutes les possibilités. Et donc, ma conclusion, elle sera très simple. Comme l'a très bien dit Benoît, la création monétaire, c'est ce qui permet de financer ce qu'on souhaite financer et de refuser de financer ce qu'on ne souhaite pas financer. Par exemple, dans le cas de l'exposé de Benoît, c'est nous ne souhaitons pas financer une transition verte avec des éoliennes partout. Par contre, nous souhaitons financer des recherches sur la fusion nucléaire. Ce choix-là, c'est un choix démocratique, un choix politique. Donc, qui doit déterminer ce choix-là? C'est un peu comme si on donnait des bulletins de vote à chaque être humain et que chaque être humain prenait sa décision. Et donc, la question, elle est, nous sommes dans une société où normalement l'égalité et la liberté règnent. Nous sommes dans une société démocratique. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est une personne, une voix. Et donc, la solution ultime pour arriver à une démocratie de la création monétaire, ça n'est pas qu'un petit groupe décide où va la monnaie ou pas, ça n'est pas qu'un parti décide où va la monnaie ou pas. Malheureusement, je dis malheureusement avec des très gros guillemets et plein de smileys tout autour, malheureusement, si les décisions doivent être prises, il faut que chacun ait une part égale dans la décision. C'est le bulletin de vote. C'est le vote secret. Donc la solution ultime dans une société composée d'humains, c'est que chaque humain reçoive une part identique de la création monétaire. Voilà, moi c'est ma solution ultime. Après, il y a d'autres solutions qui vont bien au-delà de ça que je pourrais vous proposer dans le débat. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé plus égalitaire, plus libre et plus démocratique que celle-là. C'est-à-dire la Banque centrale, comme c'est son métier, peut très bien décider que cette année, on va créer 3% ou 5% de monnaie en plus par rapport à la masse monétaire existante, et que chaque citoyen va recevoir une part identique divisée, on divise par le nombre de citoyens, et chaque citoyen reçoit une part identique de la création monétaire globale. Après, libre à chacun d'en faire ce qu'il veut. Voilà.
Je m'arrête là. Oui, oui, Eh oh, Oui. ouais. si, Voilà, ok. super. Alors moi, je sais pas comment vous voyez le truc, mais en tout cas, il y a quand même un sujet, moi, qui me semble de premier abord être intéressant à poser pour commencer, c'est cette question de la souveraineté, en fait, et notamment de en quoi aujourd'hui, dans la situation de 10 ans après la crise de 2007-2008, de la vente d'Alstom à General Electric, de la crise Covid, en quoi cette question de la souveraineté monétaire, la question de la monnaie, est si cruciale que ça. Parce que, on le voit dans le débat public en général, hein, il y a plein d'autres sujets, il y a plein d'autres moyens d'améliorer la vie des gens, il y a la répartition des richesses, il y a les impôts, il y a la relocalisation, enfin voilà, il y a plein de sujets qui sont là. Alors, je sais pas si sur cette question de pourquoi est-ce que c'est si important, vous pouvez peut-être donner idée. Peut-être Benoît ou Luc. Ouais. Hein, Benoît. Ouais, moi, je dirais qu'il y a 2 aspects en fait, sur cette question souveraineté parce que, évidemment, il y a tout l'aspect du système financier puisqu'il y a une création monétaire dans le système financier, qui est, par les banques. Donc les banques alimentent le système financier qui ensuite, fait des effets de levier sur cette création monétaire pour pouvoir, s'enrichir encore plus. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les produits financiers dérivés. Ça permet finalement de parier sur les petites variations des cours de bourse, pour être simple. Et donc, on est quasiment gagnant à tous les coups, ou presque. Et donc, on arrive comme ça, par petits paris successifs, à piller voilà, des petits bouts de la richesse mondiale. Et quand on le fait 1 million de fois par seconde, bah, évidemment, on amasse des fortunes. Donc, c'est ça aussi un problème de la création monétaire, c'est qu'elle alimente aujourd'hui des paris spéculatifs qui sont la gangrène de ce système économique. Donc ça, c'est la première chose disons, à aller trouver pour obtenir sa souveraineté, c'est d'arrêter en fait ce casino financier. C'est pour ça qu'on a beaucoup lutté, nous, pour la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt. Pourquoi? Parce que ça couperait la base en fait des banques d'investissement plutôt, il faudrait dire. Donc pour alimenter ce système financier, donc parce qu'il y aurait plus les dépôts pour garantir les spéculations. C'est un premier point. Après, on a des nouveaux acteurs maintenant qui sont les BlackRock, Vanguard, etc., qui sont des gestionnaires d'actifs. Donc, de prime abord, ils n'ont pas la création monétaire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils disent qu'ils n'ont pas à être régulés. Donc, eux, ils ont un autre problème, c'est qu'ils utilisent finalement l'épargne des gens comme outil financier spéculatif. Sauf que l'épargne des gens, en général, bah, c'est aussi du crédit, puisque la plupart des gens, ils obtiennent leur monnaie par du crédit. Donc, c'est un moyen détourné, finalement, d'utiliser la création monétaire des autres pour asseoir son pouvoir financier. Et le troisième chose, c'est que on voit aujourd'hui les États qui, alors juste pour dire pour BlackRock, il y a quand même des moyens justement de les réguler en montrant que c'est des entités systémiques. Donc c'est-à-dire que si elles font faillite, il y a tout qui fait faillite. Donc on peut les réguler de cette façon. Et ça permettrait d'avoir une vraie, disons, de retourner à un système sain dans lequel les États pourraient peut-être avoir un rôle. Mais là, ce qu'on voit aussi, par exemple, aujourd'hui, et Luc, tout à l'heure, tu as parlé de la théorie monétaire moderne de Biden. C'est pas faux, en fait, hein. Biden est en train d'utiliser cette théorie pour inonder, en fait, le monde de dollars, en fait. Enfin, le monde, surtout les États-Unis pour l'instant. Mais ce que ça veut dire, c'est que ils se foutent un petit peu des conséquences, finalement, d'injecter jusqu'à 5 000 milliards de dollars d'un coup, comme ça, dans des projets qui sont décidés comme étant la croissance verte. Mais ça les dérange pas de se dire que, bah, avec ça, ils vont obtenir le droit d'acheter des matières, par exemple, des matières premières sur les marchés internationaux pour leur propre relance à eux, aux États-Unis. Donc, le fait que eux, en tant qu'Américains et en tant que détenteurs du dollar, puissent se permettre comme ça de créer de la monnaie sans vraiment de limite, leur donne un pouvoir énorme, en fait, sur les autres pays du monde. Et ça, ils peuvent le faire parce que c'est le dollar.
et que personne remettra en cause le dollar aujourd'hui, même si ça pourrait. Mais en tout cas, c'est un pouvoir énorme et le fait de les autoriser à le faire, c'est c'est un détournement en fait de la souveraineté des États-Unis pour un objectif qui est d'alimenter cette finance verte et cette croissance verte qui en fait est une baisse de productivité attendue d'ici 20-30 ans. Donc on a aussi ce problème-là quand il s'agit des États-Unis, la souveraineté des États-Unis menace la souveraineté de tous les autres États sur cette planète. Donc ça, il faudra y remédier. Voilà. Je rappelle là pour ceux qui ont pu arriver en cours de route, il y a possibilité donc de poser des questions à nos invités. Simplement, il faudrait que vous les écriviez dans le chat conférence, donc qui est le salon écrit qui est juste au-dessus de conférence audio. Donc vous mettez votre question et donc tous ceux qui sont déjà au courant, n'hésitez pas à mettre vos questions, et puis après on pourra échanger justement comme ça. On vous donnera la parole au fur et à mesure. Est-ce que Luc, tu veux rebondir sur la question de en quoi la question de la monnaie est si cruciale que ça? Oui, alors ouais, bah c'est parce que justement j'ai parlé de la théorie moderne de la monnaie et Benoît dit que les États-Unis vont profiter de leur hégémonie avec le dollar, mais en fin de compte rien n'empêche qu'on en fasse autant. Et c'est juste une question de volonté politique. Je vois pas trop pourquoi on attendrait que qu'on soit esclave un petit peu des États-Unis qui se mettent en position de locomotive, quoi. Alors parce que justement, on ne peut pas, enfin, l'euro n'est pas une monnaie de réserve mondiale autant que le dollar. Et par exemple, pour les Chinois, c'est pareil, ou pour les Russes, ou voilà. Enfin, je sais pas moi, le Ghana peut pas non plus arriver et dire, moi, je vais balancer de la monnaie, comme ça, je vais acheter des matières premières sur les marchés et me développer. Donc il y a un rapport de force monétaire. Il y avait d'ailleurs le gamer là, qui disait mais c'est pas la technique des USA depuis 100 ans de faire tourner la planche à billets. Bah, oui, c'est vrai, puisqu'en fait, depuis la fin de la guerre mondiale, évidemment, le dollar est en position de force. Après, c'était plus ou moins légitime, puisque c'était le seul pays qui était encore debout industriellement. Donc ça faisait sens, en fait, que le dollar soit, on va dire, la locomotive monétaire aussi. Le problème, c'est que plus ça allait, et plus on va dire, l'industrie américaine a commencé à péricliter. Il y a eu la spéculation financière qui est arrivée plutôt dans les années 70, 80, 90. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un démantèlement progressif quand même de l'industrie américaine. Donc ce côté du dollar, disons, omnipuissant, omnipotent, aurait dû changer au bout d'un moment. Ça aurait dû changer, il y aurait dû avoir plutôt des accords monétaires entre les grandes puissances pour pouvoir équilibrer le système, ce qui n'a pas été voulu par certains, justement, au sommet de ce système. Est-ce que Gérard, toi, tu veux rajouter un truc sur cette question de pourquoi commencer par la monnaie? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est si crucial? Oui, ce qu'a dit Benoît est très intéressant, c'est-à-dire que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à propos du souverain qui frappe sa monnaie et qui achète tout ce qu'il veut. Les États-Unis. Bon, après, la difficulté, c'est de trouver un moyen de faire accepter la monnaie aux gens. Et même encore mieux, de trouver un moyen que les gens soient obligés d'accepter votre monnaie, si vous êtes le souverain. Donc, le b.a.-ba de ce processus, c'est de mettre un impôt qui ne peut être payé que dans la monnaie que vous frappez. Donc, vous êtes le souverain et les gens sont obligés d'utiliser votre monnaie, de l'accepter, parce que s'ils ne payent pas leurs impôts, ils vont en prison. Donc, c'est simple, tout le monde accepte automatiquement. Les États-Unis ont trouvé un système, enfin une obligation un peu plus subtile, c'est que nous sommes, nous tous, le monde entier qui gravitons autour des États-Unis, nous sommes obligés d'accepter des dollars dès que nous voulons acheter quelque chose à l'étranger. Par exemple du pétrole. Et donc, comme nous nous sommes créés un besoin extrêmement important de pétrole, nous sommes obligés d'accepter la monnaie souveraine des États-Unis, qui n'est pas la nôtre,
qui est imposée par un souverain étranger. Donc je reviens à la question principale, qui doit être le souverain? Je ne sais pas si vous aviez suivi à l'époque l'initiative Monnaie pleine en Suisse, mais il y avait des gens qui allaient faire signer avant. Alors là, Gérard, on t'a perdu, j'ai l'impression. Je crois qu'il va falloir qu'on parle d'économie physique Ouais, et de réseau Internet. on va parler de la 4G en Bretagne là, et de. Luc, Et je crois de- qu'il y a tout un programme pour les régionales là, Ouais, je pense que d'équiper le territoire avec de la fibre optique serait quelque Ouais. chose d'assez intéressant. Voilà, si on veut créer de Gérard, la est-ce que monnaie tu... utilement. Giovanni Gio, est-ce que tu veux poser ta question? Je pense que ça peut... D'accord, je vais raccourcir un peu ma question. Mais Ouais. la question, c'est si, si les invités ont une idée de l'époque dans l'histoire qui correspond à ce moment où la monnaie est devenue un outil et pas un outil pour le peuple et pas un outil pour les minorités puissantes. C'est-à-dire, j'ai comme le sentiment que l'histoire monétaire est un peu vaste. Enfin, c'est quand même très large. C'est-à-dire que tout à l'heure, Monsieur Fouché parlait de la monnaie qui était frappée avec la tête du souverain de l'époque. J'ai le sentiment que c'est quand même une très longue histoire. Je voulais savoir si il y avait une époque où la monnaie était devenue un outil pour le peuple et pas un outil pour les minorités qui gouvernaient. En tout cas, les minorités puissantes, et les oligarchies, les aristocraties. Et s'ils avaient une idée de ça, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce moment crucial qui a peut-être joué un rôle dans l'histoire monétaire. Donc, je voudrais savoir si certains avaient une idée de ça. J'ai vu une phrase de Montesquieu, alors je me dis, est-ce que ce serait pas le siècle des Lumières? Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Benoît? J'ai aucune idée d'un moment précis où on s'est dit ça, mais en tout cas, je sais qu'à un moment de la Révolution française, il s'est posé la question avec les assignats de faire une monnaie nationale au service du peuple. Après, il y a eu la guerre de défense contre les assaillants. Donc évidemment, ça c'est très vite devenu une monnaie au service de l'armement finalement. Donc elle a pas eu beaucoup d'avenir. Elle est très très vite partie en inflation, etc., etc. Mais il y avait cette première idée d'utiliser une monnaie nationale pour la France, quoi. Après, c'est Jaurès qui avait parlé de ça, de ce moment des assignats, en disant que c'était une intuition géniale finalement des révolutionnaires, qui n'a pas porté forcément ses fruits, mais qui était l'intuition, la bonne intuition, en tout cas sur la monnaie. Lui, il disait qu'il fallait une monnaie nationale, une banque de la nation, pour pouvoir justement orienter comment dire, des grands travaux d'intérêt général, des grands projets de développement industriel, etc. Et que ça ne devait pas être seulement les grands argentiers de la France, les 200 familles, qui puissent investir dans le développement du pays. Donc voilà, peut-être un premier truc, parce que la Banque de France a été comment dire, privatisée sous Napoléon. D'accord, donc c'était un privilège, parce qu'il n'y avait pas que la Banque de France qui pouvait émettre des billets sur le territoire, mais après elle a commencé à s'imposer progressivement comme étant la Banque de la France. Mais c'était privé, donc il y avait vraiment un conseil privé. Même après, en 1936, quand il y a eu le Front populaire, ils n'ont pas nationalisé la Banque de France. D'accord, donc ils sont restés avec ils ont mis un peu plus de représentativité au conseil, mais c'était toujours pas une nationalisation. La seule vraie nationalisation, c'est en 1945. Donc c'est une longue histoire, en tout cas en France. Après, pour le reste du monde, je sais que aux États-Unis, c'est la question de Alexander Hamilton, et la première banque des États-Unis d'Amérique. Donc c'était même avant la Révolution française, évidemment, c'est juste avant. Et c'est la première tentative justement de se défaire
on va dire, de la dictature, alors de l'Empire britannique à l'époque et de toutes les banques qui étaient liées en fait au trafic avec l'Empire britannique. Donc c'est un exemple peut-être à suivre, sachant que Alexander Hamilton, lui, avait écrit tout un rapport sur les manufactures pour justement montrer que la monnaie pouvait pas être simplement comme ça descendre des nuages, mais qu'elle devait servir un projet productif, d'augmenter les forces productives du pays. Et qu'il y avait disons des critères pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel aussi, nous, on travaille beaucoup et on a fait pas mal de dossiers là-dessus. Donc si ça vous intéresse, Alexander Hamilton, vous pouvez aller regarder sur notre site. Il y a vraiment beaucoup de choses à chercher là-dedans. Voilà. Et donc, Bon. on a réussi à retrouver Gérard qui a pris sa voiture pour aller sur une plus grande hauteur. Donc, on le remercie Mais- beaucoup. Ok, bon. Est-ce que vous Euh, m'entendez? Ouais, carrément. plutôt, ouais. Bon, il devrait y avoir une meilleure connexion là, non? Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça a l'air, ouais. Non, ça a l'air très Bon, bien. Mais le Ok. chauffage. ok, bon. Bon, bah super. Je vais mettre un peu de chauffage parce qu'il fait pas chaud. Il y avait alors, il y avait une question qui était cette idée de est-ce qu'on peut donner à chaque personne, chaque citoyen de la nation, une part de création monétaire, une part de monnaie, voilà, peut-être chaque année, etc., pour qu'il décide d'en faire ce qu'il veut. Oui. Voilà. Je sais pas si. Bah, oui, ouais, vas-y. est-ce qu'on peut le faire techniquement, politiquement? C'est Est-ce que quoi? c'est souhaitable, ouais. Est-ce que c'est souhaitable déjà? Et après, si c'est souhaitable, est-ce qu'on va se battre pour ça, là? Que JCH Bah, 06 disait, mais que faire des feignants? bah, c'est toujours le problème de la démocratie, c'est que il y a plein de gens qui vont faire des conneries, bien sûr, mais comme disait une amie qui était à fond pour le revenu de base à une époque, il y a de ça une dizaine d'années, tant pis, on a le droit d'être con. C'est tout le problème de la démocratie. Quand les gens vont voter, comment faire pour ne pas les laisser pour ne pas faire qu'ils se laissent influencer par les médias, par les belles couvertures dans les magazines, par le physique des candidats, c'est impossible. Donc effectivement, après, si on donne une part identique de monnaie à tout le monde et qu'on dit, voilà, il y a deux, trois grands, 5 grands projets cette année à financer, voilà ce qu'on vous propose, où est-ce que vous mettez l'argent que vous recevez? Bah, forcément, il y a des gens qui vont pas être d'accord, bien sûr, mais au moins, ça sera aussi. Là, je dirais presque que c'est une réponse théorique à une question qui est insolvable. Mais est-ce que c'est souhaitable de donner un même pouvoir de décision à tout le monde? C'est une question, c'est plus de la politique, c'est de la philosophie. Et pourquoi Luc, t'as un pas truc à inverser rajouter? les étapes? Pardon? C'est-à-dire, pourquoi ne pas inverser les étapes? C'est-à-dire, on choisit le projet d'abord et puis on finance le projet et par ce projet, l'argent arrive dans l'économie et donc dans la poche des citoyens qui auront participé au projet, quoi. Oui, pourquoi pas? Oui, oui, bah c'est c'est le gros intérêt de la TMM, de la MMT. Voilà, il peut y avoir une création monétaire qui sert à financer un futur souhaitable ou souhaitable selon certains, pas souhaitable selon d'autres. Et que après, soit on distribue les finances d'abord et ensuite les gens n'ont qu'à financer les projets qui les intéressent et refuser de financer les projets qui les intéressent pas. Soit on vote d'abord sur des projets et ensuite on donne une part de monnaie à chacun pour qu'ils puissent exercer leur décision. Mais dans tous les cas, c'est une question de souveraineté et de démocratie. C'est une question à la fois politique et philosophique, à mon avis. Voilà. Benoît, qu'est-ce que t'en dis? Ben, je dis qu'effectivement, ça pose la question d'une planification. Alors qu'elle soit planification étatique ou participative ou enfin ce qu'on veut, mais en tout cas, ça pose la question d'une planification sur plusieurs dizaines d'années. Donc ça veut dire qu'on est capable d'avoir, enfin de connaître les conséquences des investissements qu'on va faire. Ça, je crois Parce que que c'est important d'avoir cette idée-là
que quand on investit quelque part, on doit avoir une idée des conséquences. Donc on doit avoir une science. Voilà, alors ça ne veut pas dire que le pouvoir est que aux scientifiques. Je pense qu'il y a toujours matière à alimenter la démocratie avec justement des débats scientifiques, disons, publics. Et il en faut beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, c'est un peu c'est les médias ou les médias sociaux, même d'ailleurs, qui font les polémiques. Et c'est un peu dommage. Mais en tout cas, il y a une question scientifique qui doit se poser quand on planifie quelque chose, savoir est-ce qu'on sait ce que ça va créer en termes de productivité supérieure ou pas de l'économie? Est-ce qu'on va avoir disons une, comment dire, du temps libre en plus, par exemple? Ça peut être aussi de ce type de critère. Est-ce que ça va augmenter le temps libre? Voilà, si par exemple on décide d'investir dans l'intelligence artificielle, bah, c'est vrai que c'est pas mal, ça libère du temps, l'intelligence artificielle, parce qu'on a des machines qui font pas mal de choses à notre place. Donc, est-ce qu'on va décider de faire ça et d'allouer le temps, disons, économisé au fait que les gens travaillent moins? Voilà, c'est un peu ce type de décision qu'on doit prendre. Si on décide je sais pas moi, de faire de l'agriculture sans labour, voilà. C'est-à-dire qu'on a décidé que labourer, ça tuait la vie dans le sol et qu'il faudrait arrêter. Bah, c'est une grande question, parce que bah, ça veut dire que c'est tout un tas de techniques différentes, ça veut dire que peut-être ponctuellement, il faudra plus de gens qui travaillent dans le champ, etc. Ça veut dire une compréhension des phénomènes physico-chimiques qui se passent dans un champ qui sont assez énormes. Donc ça veut dire former des gens, etc., etc. Donc on a ce type voilà, de transformation de la société qui doivent être au cœur du débat en fait public. Et ça doit être ça qui forme finalement le citoyen plutôt que juste l'idée de créer la monnaie. Parce que j'ai vu justement JCH06 qui dit ça sert à rien de parler de tous les autres sujets parce que tant qu'on n'a pas la souveraineté monétaire, tout le reste, voilà, ça marche pas. Moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, avec des briquets de broc monétaires, si j'ai une idée claire disons, de là où je veux aller, je peux y arriver en fait. Avec des briquets de broc, avec de la magouille, entre guillemets, avec, on va dire, voilà, des petites clés de bras aux financiers par-ci par-là, je peux arriver en fait à financer qu'un cas, quelque chose. On n'est pas obligé d'avoir un système parfait, monétaire parfait, pour pouvoir aller de l'avant. Moi, c'est un peu le message aussi que j'aimerais donner, c'est que c'est sûr que c'est important d'avoir sa souveraineté monétaire, mais quand on l'a pas, on peut quand même faire quelque chose, quoi, normalement. Voilà, c'est qu'on n'est pas impuissant. Mais il faut encore avoir une idée claire de là où on veut aller. Et c'est pas forcément le cas aujourd'hui avec toute la croissance verte, etc., où en fait on est plus dans les slogans et on va dire l'émotionnel. Voilà, genre on va tous mourir, la planète est en danger, il n'y a plus de ressources, il faut qu'on arrête de consommer, tout ça, nan. C'est en fait c'est plus sur la peur des gens, la peur de la disparition qu'on est en train de jouer et pas du tout sur leur créativité, disons leur instinct d'invention, etc., etc. Il faudrait plus jouer là-dessus pour pouvoir avoir un système monétaire aussi qui soit mieux orienté. Ouais, parce que là, donc toi, tu es en train de dire que tout ce qui est en train de te discuter avec le Green New Deal, tous les appels d'économistes à supprimer la dette Covid pour pour lancer la transition écologique, tout ça pour toi, c'est un mauvais choix. Et alors, je sais pas si, parce que Luc, tout à l'heure, tu nous parlais de René Dumont. Toi, comment tu vois cette question-là? Parce que c'est vrai que, comme pour les questions sur est-ce qu'on reste ou on sort de l'euro, etc., la plupart de nos concitoyens, s'il n'y a pas quand même un truc qui nous fait dire qu'en effet, ça vaut le coup de reprendre la monnaie, parce qu'on fera mieux que ceux qui nous dirigent actuellement, sinon ils ne prendront pas le risque. Alors, moi, j'ai une question qui me brûle la langue. J'espère que je vais choquer personne, et surtout pas Gérard, parce que je viens d'apprendre que Gérard est breton. Et donc, tu vois à peu près les idées que je défends sur la souveraineté monétaire, sur la participation citoyenne.
et je défends ces idées-là sur la liste où je suis, qui est apartisane. Est-ce que je te lance au défi d'expérimenter en vrai les idées qu'on est en train de débattre ce soir? Est-ce que tu accepterais? Bah, évidemment, je pense que la taille d'une région comme la Bretagne, je pense que c'est pas par hasard si tu te présentes au régional et que justement, l'échelle régionale ou peut-être même l'échelle locale ou communale, peut permettre de faire toutes les expérimentations qu'on veut. Mais bon, tu sais où ça mène, c'est pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Parce que c'est quoi ton idée là, Luc, en fait? En fait, je défends l'idée de refaire ce qu'ont essayé de faire les Italiens avec les certificats de crédits fiscaux, donc de retrouver en quelque sorte une forme de souveraineté monétaire, puisque les certificats de crédits fiscaux, ça marcherait un petit peu comme des bons de réduction basés sur l'euro qui reviendraient dans les caisses de la région sous forme fiscale. Donc, ce qui permettrait normalement de financer la plupart des projets. Après, je crois que Benoît a soulevé une question, c'est l'histoire des matières premières. Là, je bute un peu, je ne sais pas, mais en fin de compte, quand même, si on réussit à créer de la monnaie pour les projets politiques qu'on veut mettre en place, il n'y a pas de raison qu'on soit si limité que ça. Ouais, bah, c'est un aspect important de la monnaie, c'est que faut se mettre dans l'idée que si par exemple la Bretagne, elle décide de créer de la monnaie, euh, bon, ça veut dire qu'elle a un pouvoir d'achat tout d'un coup sur les marchés mondiaux. Donc par exemple, elle peut aller, si elle veut créer des infrastructures, elle peut aller sur le marché de l'acier, le marché de je sais pas quoi, et décider d'acheter des choses comme ça. Et puis elle dit, bah moi j'ai l'argent, donc j'achète. Donc une autre région du monde en fait qui aurait pas eu cette idée de faire de la création monétaire, elle n'a pas d'argent, donc elle peut pas acheter, donc elle peut pas se développer. Donc on voit en fait très vite que si on commence à donner le pouvoir monétaire un peu à chaque pays, à chaque région, à chaque individu même, mais bon, si on prend par exemple chaque pays, on voit qu'il y a tout de suite un potentiel de guerre monétaire qui peut se faire. C'est-à-dire que chacun commencerait à créer de la monnaie pour en avoir plus que celui d'à côté, pour pouvoir avoir accès aux mêmes ressources qu'avant, etc., etc. Donc c'est pour ça que, d'une certaine manière, il y a toujours besoin d'avoir des accords monétaires entre des gens qui seraient souverains monétairement. Et on ne peut pas se passer d'accords monétaires. Il faut qu'il y ait aussi un critère pour savoir qu'est-ce qui ferait que telle personne, tel individu, telle nation a le droit de créer de la monnaie. Alors aujourd'hui, le problème, c'est que ces critères, ils sont basés sur l'offre et la demande. C'est-à-dire, il y a des gens qui achètent de la monnaie de ça et qui achètent pas de la monnaie de ça. Et donc, ça veut dire qu'il y en a une qui est plus forte que l'autre. Et donc, elle a plus le droit de créer de la monnaie que l'autre. Donc ça, le problème, c'est que ça veut dire que c'est les marchés financiers qui décident de qui a le pouvoir. Alors, c'est quelque chose qui pourrait changer. Hein. Nous, on appelle ça faire un nouveau Bretton Woods. C'est-à-dire qu'on met en place disons, un système dans lequel il détermine la création monétaire de chaque pays, finalement. C'est aussi des projets qu'on va faire en commun avec d'autres. C'est-à-dire dans lequel on va avoir besoin tous les 2, tous les 3, tous les 5, tous les 10 de ressources pour faire ce projet qui va être, on va dire, profitable à tous. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on est capable d'avoir des accords de création monétaire, on va dire, en parallèle, qui vont pas, en fait, déboucher sur une guerre monétaire, parce qu'on aura un projet commun derrière. Donc il y a une nécessité quand on a une monnaie, enfin un système monétaire souverain, d'avoir un système supérieur qui permette d'avoir des relations entre pays souverains. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu aussi mis de côté des fois, c'est cette question des projets communs. Les projets communs à l'échelle du monde, nous, on défend mordicus la question de la nouvelle route de la soie, ce que les Chinois appellent l'initiative une ceinture, une route, parce que c'est l'idée que sur le continent mondial, voilà, on a des infrastructures qui sont faites, un accès à l'énergie, un accès à l'eau, un accès à l'agriculture,
à une industrialisation pour fabriquer des machines, des tracteurs, etc. Et que ça, on va dire, ça ne peut se faire que parce qu'il y a des pays qui ont décidé qu'ils allaient mettre leurs ressources en commun pour des projets qui les dépassent d'une certaine manière chacun. Ou ce qui serait à faire au niveau national pour redonner un sens de la cohabitation entre les différentes régions. Ça, voilà, pour la Bretagne, moi je suis pour qu'il y ait des projets, on va dire, locaux, etc., qui justement mettent ensemble des villes d'une région, donc des villes assez éloignées, différentes, etc., mais qui ont des projets communs. Mais ça peut se faire au niveau français, où les régions entre elles aussi ont des accords avec des projets communs. On parlait de la 4G ou de la fibre, ça peut être aussi le Space Train. Voilà, il y a tout un tas de projets aujourd'hui qui pourraient voir le jour. Et au niveau mondial, c'est la question de la nouvelle route de la soie. Donc chaque échelle, finalement, a son projet commun qui peut être possible. Mais en tout cas, il faut qu'il y en ait. Sinon, il n'y a pas de système monétaire vraiment, comment dire, juste, j'ai envie de dire. Est-ce que Gérard ou Luc, vous avez quelque chose à contredire à ça? Ouais, je suis un peu chauvin et au lieu d'un Bretton Woods, moi je propose un Bretagne Wood. C'est tout. Si on est à l'initiative, bien sûr, ce sera un Bretton Woods. Bien sûr. On évitera tous les délégués du monde. En réel, parce que de toute façon, il n'y a pas de réseau en Bretagne. Donc, mais non, je sais pas si par rapport à cette nécessité des projets pour traiter de la question monétaire, ça vous semble tout naturel? Ça vous semble bon? Ça vous semble inutile? C'est un peu deux visions différentes, c'est deux points de vue différents sur effectivement des échelles différentes. Benoît, apparemment, tu es quelqu'un qui voit beaucoup la coopération au niveau régional, au niveau international, au niveau global, planétaire, etc. Après, quelqu'un comme moi ou comme Luc, enfin, je parle pour moi, hein, je ne sais pas ce que pense exactement Luc, mais je vois beaucoup plus le niveau local et le niveau interpersonnel. Il y a des projets communs à faire au niveau d'un hameau de 10 maisons en Bretagne, avec l'habitat dispersé tel qu'il est. Il peut y avoir une serre en commun, il peut y avoir la captation d'une source en commun pour alimenter toutes les maisons et sortir du réseau d'eau officiel. Il peut y avoir des tas de projets à toutes les échelles différentes. Donc ce que tu dis, Benoît, est parfaitement intéressant et ce que dit Luc est très intéressant. Alors évidemment, le projet de faire une monnaie fiscale, c'était le projet de Varoufakis en Grèce pour échapper à la tutelle de l'Europe, justement. C'était de faire une monnaie fiscale qui était prête à démarrer au cas où Tsipras est accepté de sortir du piège de la BCE et de l'Union européenne, ce qui n'a pas été le cas. Mais le projet était prêt, c'est-à-dire d'émettre des bons fiscaux qui soient distribués aux gens et qui soient des avoirs sur la fiscalité prochaine, mais qui en attendant permettent de faire des achats et des ventes, ce qui était impossible en l'absence d'euros et à cause de la fermeture des banques. Donc si on peut supposer que dès l'instant où une volonté politique bretonne de Bretagne apparaîtrait pour créer une monnaie bretonne et pouvoir gérer nos échanges et nos projets communs avec cette monnaie, bien évidemment que au niveau parisien, au niveau européen, il y aurait des conséquences très difficiles et ça permettrait effectivement d'avoir une autonomie et une souveraineté au niveau local et donc de créer des projets communs entre villes bretonnes, entre personnes de la région, entre villages, etc., à un niveau plus fin de subsidiarité que planétaire, bien entendu, avec des gens qui se connaissent et qui ont des projets bien précis et immédiatement utiles entre eux, ou des projets de recherche, ou des projets d'investissement. Enfin, après, comme dit Benoît, on fait confiance à la créativité humaine. Ouais, Voilà. après, la grande question, c'est est-ce que les républiques ont déjà atteint leur phase mûre et est-ce que le monde est déjà réalisé? Parce que évidemment que
les questions locales sont toutes naturelles et toutes bonnes. Maintenant, à quoi elles participent en termes généraux, là, c'est une toute autre question. C'est-à-dire que toute la question du Great Reset en ce moment et toute la finance verte qui est en train de déployer d'énormes moyens pour faire du droit à polluer, de l'émission de CO2, tout ça, un énorme sujet à spéculation. C'est pas pour le bonheur des gens qui sont en train de le faire. Donc, ils sont en train de mettre à l'écart tous les grands projets, justement, par exemple, le type de projet infaisable juste en Bretagne, c'est de maîtriser le nucléaire. Il nous faut au moins un projet national. Et ce genre de perspective-là, cette oligarchie financière est en train de le mettre de côté. Donc c'est pour ça qu'on soulève autant cette nécessité d'être certain de ce que l'on fait avec tout ça. Mhm. Je sais pas, Luc, Ouais. ce que tu en penses. Il y a l'exemple de Languet, c'est le village qu'a géré Daniel Cuave, qui est la tête de liste où je me présente. Mais en plus, en Bretagne, on a un caractère assez particulier parce que justement, Daniel Cuave, lui, faisait partie des manifestants de Poglof là, contre une centrale nucléaire. Les Bretons se réputaient être contre le nucléaire. Et donc, on se tourne plus vers les énergies renouvelables. Mais le Languat, c'est un éco-village qui justement cherche à avoir son autonomie au niveau de l'eau, au niveau de l'énergie. Donc, c'est dans l'idée, c'est de faire ça au niveau régional, quoi, parce que ce sera, comme dit Gérard Foucher, des trucs locaux, des entreprises locales, et puis, mais comme c'est au niveau régional, ça va être un petit peu partout des décisions qui soient prises par les citoyens sur leur territoire et avec l'encouragement de la région, quoi. Finalement, le débat qu'on a tous ensemble, là, c'est un peu le débat. Qu'est-ce qui est préférable ou qu'est-ce qui est souhaitable? Est-ce que c'est le bottom-up ou le top-down? C'est-à-dire, est-ce qu'on reste dans une structure pyramidale avec des comités, des commissariats au plan au niveau supérieur qui prennent des décisions en ayant étudié les dossiers, en ayant des conclusions scientifiques, et ensuite qui les proposent à une banque centrale qui les finance, etc. Est-ce qu'on part du haut pour descendre vers le bas et faire diffuser ensuite les décisions, ou bien est-ce qu'on donne la prise de décision en bas de la pyramide et que petit à petit, selon les projets, selon les regroupements, selon les affinités, les projets remontent et demandent le financement au-dessus? Ouais, après, je pense que Est-ce qu'on fait différents niveaux de subsidiarité ou pas? Est-ce que les décisions locales sont prises au niveau local, les décisions nationales au niveau national, etc.? Et là, C'est une pareil. chose de se la poser de cette manière-là, c'en est une autre de se poser la même question quant à savoir comment on gagne contre l'oligarchie financière. Bah oui. Parce que je veux dire, la vérité, elle est celle-là, c'est que la souveraineté, on la prend ou on l'aura pas. Donc, enfin, Benoît, je sais pas ce que tu voulais répondre peut-être. Mais c'est surtout, moi je dis, ok, on peut faire comment dire, des villages autonomes, mais à base d'énergie renouvelable. Alors, ok, mais il y a toujours un moment en fait où il y a un truc qui va coincer, c'est comment on s'équipe en fait. On commande où quoi? On commande sur Internet à AliExpress qui nous envoie des panneaux chinois flambant neufs. Est-ce qu'on prend comment dire, des éoliennes qui sont fabriquées à l'autre bout de la planète? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça la question aussi, c'est que on a des monnaies locales, ça veut dire qu'il faut aussi que les projets d'énergie, ok, ils soient locaux. Moi, si les gens, ça les enfin, disons, si ça les dérange pas d'avoir des énergies intermittentes, voilà, ou enfin, on va dire d'avoir de l'énergie, des surplus énergétiques très faibles par rapport à ce qu'on pourrait avoir avec du nucléaire, bah ça c'est leur problème après, localement. Maintenant, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont influencés de l'extérieur par un peu des mirages, on va dire, sur les renouvelables, où ils pensent que c'est la panacée, etc. Alors qu'en fait, en termes techniques, technologiques, hein, c'est vraiment pas optimal. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de dépendance technologique sur plein de choses.
Les batteries qu'on va devoir faire, c'est une dépendance technologique. Après, on peut faire des steppes, c'est-à-dire, bon voilà, la Bretagne, c'est un peu, il y a de la vallée, mais il y a aussi quand même de la montagne. Enfin voilà, il y a comment on appelle ça, du relief. Donc on peut faire des steppes, etc. Donc pourquoi pas? Chaque région a peut-être comment dire, ses caractéristiques qui font que ça marche, etc. La Bretagne, oui, il y a du vent, oui, donc on peut mettre des éoliennes en mer. Après, ça plaît pas à tout le monde apparemment, les éoliennes en mer, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une façon de penser qui est que soit on pense qu'on va être livré en fait de tous ces petits dispositifs sympathiques depuis l'extérieur, soit en fait on va commencer à les produire en Bretagne. À mon avis, on va commencer à se rendre compte de leur vrai coût. Voilà. C'est aussi ça la question. C'est pour l'instant, on a l'impression qu'on peut faire ce type de décision parce que derrière la Bretagne, il y a quand même des lignes électriques qui les relient à toutes les centrales de France, quand même, qui fait que le réseau, enfin, en fait, il s'éclate pas en fait toutes les 5 minutes, quoi. Donc en fait, on est aussi assis sur on va dire, un socle de base énergétique. On a encore du pétrole en fait pour toutes les voitures. Je veux dire, en Bretagne, on a des autoroutes non payantes, donc ça veut dire qu'il y a quand même des voitures. Donc on est quand même aussi dépendant de tout ça. C'est-à-dire qu'on a un socle qui nous fait oublier en fait le coût de la vie, quoi, vraiment. Et toutes ces décisions vers les renouvelables, en fait, aujourd'hui, elles sont prises par des pays qui justement, entre guillemets, peuvent se permettre d'avoir un niveau de vie qui diminue parce qu'ils sont déjà un peu hauts. Mais ça, c'est pas le choix que vont faire la plupart des pays dans le monde. D'ailleurs, les pays qui vont pas le faire, ce choix, vraiment, c'est en général ceux qui produisent les renouvelables derrière. Bref, tout ça pour dire qu'en Luc? tout cas, Ouais. il faut quand même un peu se rendre compte en fait des conséquences de choix. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Moi, je suis pas contre les gens et que les gens localement fassent des décisions, mais il faut qu'ils apprennent que les conséquences peuvent être réelles. Luc, Mais en fait, qu'est-ce que moi t'en- je pense que les deux manières de faire des choix politiques peuvent coexister. Il y aurait, il peut y avoir des choix qui peuvent être faits de manière très locale, mais c'est vrai que pour la production d'énergie, ça peut être une décision régionale. C'est pareil comme c'est pour ça qu'on a, par exemple, les collèges qui sont décidés au niveau départemental, les lycées et les hautes études au niveau régional et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est en fonction de la dimension du projet que, à mon avis, ça doit être décidé soit par le haut, soit par le bas, quoi. Ouais. Bah après, tu vois, c'est là qu'aujourd'hui, par exemple, il y a plein de décisions locales qui sont des communes qui se mettent à l'éolien, mais parce que en fait, elles ont plus de subventions, donc il faut bien trouver un truc pour se faire un peu de fric. En sachant très bien qu'en fait, c'est physiquement pas rentable, mais c'est uniquement une question pour compenser des pertes de dotation de l'État, quoi. Donc le local, ça peut très vite devenir le Far West aussi. Faut pas le sacraliser. Enfin, tout passe par le local, par définition. Et le pouvoir national a bien intérêt de travailler avec le local. Mais en tout cas, je sais pas comment toi tu vois ça, Benoît, mais moi, il me semble que si on estimait cette question de pourquoi faire importante, c'est parce que c'est ça qui va nous différencier de l'oligarchie. C'est que pour nous, la question monétaire n'est pas juste En une fait, tirelire ou une machine à sous. une oligarchie, elle peut très bien se satisfaire d'un système qui serait avec des monnaies locales, tant qu'en fait les gens s'infligent en fait des conditions et des investissements qui vont pas leur profiter. D'accord? C'est ça la question. Et ça pourrait être pareil avec une banque nationale sous contrôle du peuple. On pourrait faire des projets qui finalement, on va dire, profitent à une oligarchie, hein. Donc en fait, c'est ça qui est. Enfin, parce que je vois qu'il y a Jean-Charles 06 là, qui dit revenons au sujet de la monnaie, parce qu'effectivement, on parle Oui. d'économie physique là. Hein? Oui, c'est sûr. Moi, je dis c'est important la monnaie. Oui, c'est important d'avoir
disons, une direction pour la monnaie. Voilà, c'est-à-dire des gens qui décident et que ce soit pas juste l'arbitraire des marchés ou que ce soit des... Parce que comment dire, ce qui est le critère aujourd'hui pour investir la monnaie, c'est des algorithmes. C'est-à-dire que c'est même plus aujourd'hui des décisions humaines, c'est des algorithmes qui utilisent des formules mathématiques, d'accord? Donc de gens qui essayent de plus ou moins, on va dire, modéliser la réalité et qui ensuite vont mettre ça dans des algorithmes, faire tourner la moulinette de l'ordinateur. Et ça va donner en fait une trajectoire d'investissement en disant, bah voilà, c'est là que va aller l'économie. Bah, le problème, c'est que ça peut bien fonctionner des fois, mais des fois, non. En fait, parce qu'il y a on va dire, il y a comment dire, des paramètres qui ne peuvent pas rentrer dans la formule. Il y a des paramètres qu'on appelle non linéaires, c'est-à-dire des choses qui sont des interactions réciproques entre plusieurs paramètres. Donc ça veut dire que si un paramètre change, un autre va changer, qui va changer celui qui vient de changer, qui va changer l'autre d'avant. Et ça, c'est pas pris en compte dans les formules. C'est justement le problème de la mathématique, c'est que tout ce qui est non linéaire, c'est très compliqué en fait à modéliser. Et l'économie humaine, c'est par nature non linéaire, c'est-à-dire que vous avez déjà l'aspect humain, c'est-à-dire des décisions humaines, donc c'est-à-dire que il y a une forme de, bah, disons comment dire, de création qui est intrinsèque en fait au système de l'économie humaine. Donc vous pouvez pas le modéliser avec des formules. Et donc si vous essayez de baser le futur, les investissements futurs sur des formules mathématiques et des algorithmes, bah, vous allez forcément vous tromper au bout d'un moment, et lourdement même des fois. Donc c'est important d'avoir quand même comment on appelle ça, une boussole qui soit sur des critères rationnels pour pouvoir orienter la monnaie. Moi, c'est ça que je dis. Mais Maintenant, attends, Benoît, bien répondre est-ce après avec que mais comment faire comment peser le pour et le contre avec des critères rationnels alors qu'un algorithme, par définition, il est rationnel par rapport à sa programmation? Qu'est-ce qu'il y a de il est supérieur? il est logique. La Voilà. logique n'est pas la raison. Que par Donc est-ce définition, une logique, ça veut dire qu'on part de certains axiomes et qu'ensuite, on va dire, itération successive, on arrive à un résultat parce que tout le temps, on a suivi l'axiome. ouais. On a suivi le chemin de l'axiome. Le problème, c'est si cet axiome, en fait, est mal défini dès le départ, bah, le chemin qu'on va emprunter, il va nous entraîner dans un précipice. Et les cerveaux d'un groupe d'humains, ils fonctionnent pas comme ça? Bah, ça Il peut dépend pas de aller quel dans un humain on précipice parle, aussi? ouais. Si c'est des humains un peu trop, comment dire, éduqués comme des chimpanzés, ça marchera pas. Effectivement, ce sera très logique. On peut avoir des gens très, très logiques dans un système, mais qui vont pas être, créativement logiques. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de remettre en question, de temps à autre quand même l'axiome de base, Mmh. qui est, ce qui a été le cas pendant des années. C'est vrai qu'on parlait du pétrole tout à l'heure, oui, le pétrole, on l'a pas remis vraiment en question pendant longtemps. On s'est concentré sur remettre en question le nucléaire, alors que bon, c'était quand même pas forcément le truc à remettre en question. Mais, mais voilà, c'est aussi des choses sur lesquelles on s'est un peu laissé entraîner, mais sans y réfléchir. Et pourtant, on y avait réfléchi. Bah, sûrement, il y en a Des qui avaient, oui, qui avaient réfléchi, oui. Après, c'est pas le problème, c'est comment ça arrive disons, au bon endroit politique pour pouvoir orienter ce qu'il faut au bon moment. mmh mh. Je peux comprendre que beaucoup de gens veuillent aujourd'hui une transition verte, parce qu'en fait, on a pris beaucoup de retard sur ne serait-ce que juste une transition, enfin une transformation de l'appareil productif. Mais c'est pas parce que c'est l'urgence maintenant qu'on doit faire n'importe quoi, je pense. Mmh.
Parce que d'ailleurs, ça me fait penser, enfin, il y a maintenant la question militante. Parce que c'est une chose de théoriser sur le système, sur le problème, etc. Mais donc, en termes concrets, comment vous voyez le fait que de ce sursaut qui fera de nous autre chose que des ordinateurs qui rebootent en boucle? Parce que je me rappelle, Luc, que toi, tu parlais du fait, alors je crois que c'est à travers le Gouv que vous aviez réfléchi ce projet, mais que de ne pas faire de sortie de l'euro. Ce qui justement me semble quand même à débattre pour ce qui est d'avoir une. Je veux dire, voilà, de qu'est-ce qu'on vise, autour de quoi on regroupe les gens, quoi. Qu'est-ce qui selon vous, va permettre la mobilisation victorieuse sur la question de la souveraineté monétaire? En fait, c'était mon opinion de ne pas sortir de l'euro et de prendre l'idée des Italiens avec les certificats de crédit fiscaux. D'accord. Mais la présidence plurielle du GOUF, là, ils ont mis en ligne le rapport des 4 mois de travail là, aujourd'hui, et avec les autres ministres. Et donc, il y a Édouard Husson surtout, je ne sais plus qui l'a nommé en ce moment. Et ils ont plutôt l'intention de quitter l'euro. D'accord. Ok, ça me semble juste. Je sais pas si Gérard ou Benoît sur la question de. Parce qu'en effet, pour ceux qui sont dans le chat, oui, on va poser la question, mais vu que c'est des questions super techniques, ça me paraissait pas forcément l'urgence totale. Peut-être à tort, mais je sais pas si Benoît ou Gérard sur cette question de comment mobiliser notre population sur la question, ça vous semble crucial. Bah, la Bah, question de l'euro, ça va Ah, être. Ouais. pardon. Vas-y, non, vas-y, Gérard, je t'en prie. Vas-y, Benoît, vas-y. Non, j'allais juste dire qu'en fait, la question de l'euro, c'est pas juste une question technique, monétaire, hein, c'est une question émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à quelque chose qui en plus s'est installé, quelque chose qui est aux yeux des gens pratique, et c'est vrai. Enfin, je veux dire, s'il y a une personne dans ce chat qui pense que c'est pas pratique l'euro quand on voyage en Europe, je, je le défie. Non, c'est quelque chose qui s'est installé en fait culturellement finalement. Donc on est face à quelque chose qui est voilà de l'ordre de l'émotionnel, du culturel, de l'imaginaire collectif. Et donc c'est pas quelque chose qui est simple à combattre. Je pense que là l'oligarchie ils ont été plutôt forts puisqu'ils ont été très rapides à l'imposition de ce truc pour justement pas pouvoir faire marche arrière. Et ça rend la marche arrière beaucoup plus périlleuse, on va dire, et beaucoup moins acceptée par les gens. Donc après, forcément, il y a des problèmes internes à l'euro qui vont faire que la question va devoir se poser au bout d'un moment. Mais pour l'instant, c'est une question comment dire, qui se pose pas parce qu'elle est, on va dire, les conséquences du maintien de l'euro se ressentent pas forcément sur la majeure partie des gens, et notamment dans les pays importants. Mais c'est plutôt dans les pays de la périphérie que ça se Ouais, ressent. ouais, même en France, hein, ça se ressent quand même. Ah oui, mais les gens, ils pensent pas que ça vient de l'euro. Ah, ça c'est possible. Gérard? Non, sur l'euro, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est comme tu l'as très bien dit, Benoît, un système qui a été mis en place de manière à ce qu'on puisse pas en sortir. C'est une des étapes, un des petits pas de l'oligarchie pour faire remonter petit à petit la souveraineté sur un gouvernement mondial. On a pu entendre souvent la phrase si l'Union européenne ne fonctionne pas, si l'euro ne tient pas, c'est pas la peine de penser à un gouvernement mondial. Et donc, comme l'objectif de l'oligarchie, c'est de devenir les maîtres du monde, évidemment que c'était une étape indispensable. Sachant que l'oligarchie sait très bien que la souveraineté monétaire, c'est-à-dire quiconque émet la monnaie à quelque niveau que ce soit, devient le souverain de fait. Donc là, c'est la Banque centrale européenne et l'Union européenne et le FMI qui sont les souverains de fait pour toute la zone. Si j'en reviens à mon exemple du début, le souverain qui frappe monnaie pour permettre d'acheter tout ce qu'il veut et de contrôler la zone, voilà, on est contrôlé au niveau européen par l'Union européenne.
par l'intermédiaire de la monnaie qui est émise à ce niveau-là. En Genre, attendant la police européenne, en attendant l'impôt européen. Mais, je rebondis. Attends, ouais, juste, je sais vas-y. pas. Non, parce qu'il y a Johan Bokeo qui disait qu'effectivement, lui, il est allé aux États-Unis, il a retiré des dollars et tout était automatique. Il n'a pas eu la sensation de changer de monnaie. Et je Mhm. dirais Mhm. qu'effectivement, c'est une approche qu'on peut amener. C'est que même avec des monnaies nationales, en fait, en Europe, on peut avoir une sorte de service public du change, hein, Mhm. de la monnaie. Parce que, en fait, on voit pas pourquoi, d'ailleurs, il y aurait comment dire, des commissions sur le change dans les monnaies. Il faudrait justement un système monétaire européen avec plusieurs monnaies dans lesquelles le changement d'une à l'autre est gratuit, est un service public, finalement. Mhm. Bah oui, oui, mais bon, là, on se heurte au plan immense du Great Reset et de l'oligarchie, hein. C'est pas du tout par hasard si les taux de change des principales monnaies du monde, à part le yen, convergent, hein. Quand on exprime un prix en euros, on sait à peu près combien ça coûte en dollars, parce que c'est à peu près le même prix. C'est pas par hasard. Mais je voudrais un petit peu revenir au cœur du débat, c'est-à-dire finalement le débat qu'on a en ce moment, ça pose effectivement la question de la subsidiarité. Est-ce que, bon, vous vous souvenez ce que c'est que la subsidiarité? Ça consiste à dire les décisions qui concernent un certain niveau de population doivent être prises par ce niveau-là. C'est-à-dire les décisions qui concernent la famille doivent être prises dans la famille, les décisions qui concernent la commune doivent être prises par la commune, etc., jusqu'à la nation, jusqu'à un pays comme la France ou une zone européenne comme la zone européenne. Donc, euh, donc à ce niveau-là, moi, je persiste à dire que si on veut une vraie démocratie et une véritable égalité entre humains, est-ce qu'il y a une autre solution que d'aller au niveau le plus fin de subsidiarité, c'est-à-dire à l'être humain? Voilà, c'est la question que je nous pose à tous. Quitte à ce que chaque humain ayant pris sa décision, les décisions puissent remonter pour regrouper pour des décisions, pour des projets communs, comme tu le proposes, Benoît. C'est la question que je nous pose à tous à laquelle on n'a pas vraiment de réponse encore ce soir. Merci. Ouais, c'est-à-dire que là, par exemple, nous, ce qu'on propose dans notre programme Solidarité Progrès, c'est l'idée d'un Conseil national du crédit, dans lequel on Mmh. aurait des représentants des forces vives de la nation qui, justement, délibéreraient, voilà, avec l'avis de la population, évidemment, mais en tout cas, il y aurait une délibération entre des représentants voilà, des gens qui travaillent, des gens qui ont des entreprises, etc. Et que ces gens-là puissent décider des projets prioritaires. Et ils fixeraient Mmh. on va dire, une liste de projets prioritaires. Alors, si vous avez déjà vu, je vous invite à aller voir comment dire, le projet de plan de relance, si ça vous dit, parce que je suis allé le lire juste avant cette émission là. Je vais le mettre dans le chat, je pense. Mais parce que je me suis demandé, mais est-ce qu'ils ont prévu quelque chose, quoi? En fait, c'est très très précis ce qu'ils sont capables de dire pour le plan de relance. Il y a vraiment des critères assez précis sur ce qui va faire partie du plan de relance et ce qui va pas faire partie du plan de relance. Donc en fait, ce que ça me fait dire, c'est que ces gens sont capables, d'une certaine manière, de ce type de planification. Hein, d'accord? C'est simplement qu'en fait, ils n'ont pas envie de pousser le principe jusqu'au bout, c'est-à-dire de dire que ça va être quelque chose de récurrent, voilà, dans la vie publique, politique, de faire ce type de planification et d'avoir la monnaie correspondante qui est derrière. Parce que bon, faut pas se cacher, je veux dire, la mesure des plans de relance aujourd'hui, c'est de la création monétaire en fait, hein. C'est qu'on est juste en train de créer de la dette, donc ça vient de quelque part. En général, ça vient des banques qui créent la monnaie pour pouvoir acheter notre dette. Voilà, et ensuite on est censé leur rembourser. Mais donc, c'est un peu de la création monétaire qui est mise au service d'un plan économique. Donc finalement, je me dis que voilà, ça c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que même avec un système financier imparfait où la création monétaire est pas vraiment sous contrôle, on peut quand même investir en fait.
C'est-à-dire que c'est la preuve qu'on peut le faire, hein, en gros, l'argent magique, c'est pas une invention, quoi. C'est vraiment quelque chose qui existe réellement. Donc voilà, je dirais, je sais plus pourquoi je disais ça, mais je disais que la subsidiarité, en fait, il faut quand même une hiérarchie. C'est-à-dire au niveau national, il faut qu'il y ait quand même un contrôle par une banque nationale de ce qui va se passer aussi au niveau local. C'est-à-dire que moi, je serais plus pour l'idée disons, ça va pas plaire ce que je vais dire, mais qu'on appelle ça, d'un ruissellement depuis la banque nationale jusqu'à des banques régionales, par exemple, ou des banques locales, Un qui seraient arrosage. des banques citoyennes. Mais ce serait plus ça mon idée, en fait. Parce que je pense qu'il faut toujours quand même une orientation générale dans laquelle s'inscrivent ensuite des projets à l'intérieur. C'est-à-dire aujourd'hui, si on n'avait pas un réseau électrique, j'en reviens toujours à mes questions physiques, mais si on n'avait pas de réseau électrique, en fait, il n'y aurait rien qui pourrait se faire au niveau local, sérieusement. Je veux dire, la plupart des gens qui font des choses au niveau local, ils utilisent l'électricité. Donc ça veut dire qu'on a pris une décision à un moment, disons, d'inclure l'électricité dans les services qu'on allait donner aux gens. Et je pense que c'est ce genre de décisions structurantes qui sont importantes. Et au lieu de faire un ruissellement, si au lieu de faire une sorte de pyramide, en fin de compte, ruissellement, on mettait plutôt connecté comme des petits circuits de flux monétaire à l'intérieur d'un grand circuit monétaire. C'est-à-dire un peu comme si on imaginait l'eau qui circule dans les jardins de Versailles et on rajoute une fontaine où il y a une monnaie complémentaire associée à la monnaie nationale qui permet de faire fonctionner une économie locale, quoi. Mmh. Ouais, mais justement, en fait, c'est théorique, mais en fait, dans la pratique, on voit qu'il faut de toute façon le réseau d'eau, il va falloir le concevoir, hein. Je veux dire, on peut pas faire juste comme ça des réseaux et puis creuser, enfin, disons, mettre ces petits tuyaux et puis, avec, un peu de chance, on va rencontrer le tuyau d'à côté, quoi. Parce que c'est pas très optimal en plus, forcément, parce que s'il peut y avoir en fait, on va dire les tuyaux, ils peuvent Ouais. être, mal foutus, quoi. Non, mais on est Il y a pas connecté au grand réseau, mais on a un petit réseau. Un petit réseau branché sur le grand réseau. Et ce ne sera pas oui, 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 un ruissellement du haut de la pyramide, quoi. en fait, le corps humain, il fonctionne bien avec un cœur en centrale, quoi, et il va irriguer le corps dans son ensemble. Il y a des petits vaisseaux, Ouais. voilà, c'est pas interdit, hein. Mais les petits vaisseaux, ils utilisent le sang qui vient du cœur. Il n'y a pas la pompe du cœur, il n'y a pas de sang dans les petits vaisseaux. Mais le cœur, il s'occupe pas de ce qui va se faire dans les petits vaisseaux. Je vous proposerais bien que vous répondiez à deux questions là, qui sont posées. Oui. Giovanni, Gio, ta question là sur les candidats. Je sais pas si tu veux la poser. Ou si tu as une autre question d'ailleurs que tu voudrais poser au final qui te semble plus importante. Il y a quand même un moment où je veux répondre à Jean-Charles. Oui, non, je pensais la poser juste après. Donc, la question étant, pourquoi les candidats au présidentiel officiel, entre guillemets officiel, actuellement ne considèrent pas ce sujet comme important? Ignorance ou incompétence, connivence ou complicité? Est-ce que Gérard, peut-être? Ou Luc? Ouais, je veux bien répondre parce Vas-y. que il y a quelques années, je sais plus quand c'était, mais ça remonte à au moins 5 6 ans. Avec un ami réalisateur, il était en train de tourner un documentaire sur la monnaie, la création monétaire, et on avait passé une journée à l'Assemblée nationale, dans la grande et magnifique salle des colonnes, à interviewer des députés qui entraient et qui sortaient. Et on a été très surpris des réponses qu'ils ont fournies aux questions qu'on posait. Deux questions très simples. Une question très simple, est-ce que vous savez d'où vient la monnaie? Qui crée la monnaie? Et la plupart des députés ont répondu, bah oui, évidemment, c'est la banque centrale.
Et on en avait interviewé, je ne sais plus, une douzaine à peu près, et donc on en avait eu 2 ou 3 qui nous avaient répondu, c'est la Banque centrale. Et les autres, il y en avait un bon nombre qui avaient reconnu qu'ils ne savaient pas exactement, et que quand on leur disait les banques commerciales, ils n'étaient pas sûrs d'avoir bien compris. Mais c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a longtemps. Je pense qu'on ferait la même chose maintenant, ça serait différent. Alors ce qui est amusant, c'est que le jour où on a fait cette interview pour ce documentaire, c'était le jour où les députés allaient voter un semblant de loi pour une microscopique séparation des activités d'affaires et d'investissement, loi à propos de laquelle Frédéric Oudéa, je crois, je ne sais plus, un grand patron bancaire, avait dit bon, ça va pas trop bouleverser le monde de la banque, je pense pas. Ça concernait Et donc, 5%, pardon? que ça concernait 5% de 5% des activités. Donc ça Voilà, voilà, exactement, oui, oui, tout à fait, tu te souviens très bien. concerne- Et donc voilà, et donc ce jour-là, on avait aussi discuté avec 3-4 députés à qui on avait demandé, mais alors, vous allez voter une loi là qui est quand même assez importante sur le système bancaire. Comment vous vous êtes formé? Est-ce que vous êtes au courant? Comment ça se passe exactement? La finance, etc. Et il y en a 2 ou 3 qui nous avaient répondu ah oui, 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 mais bah, bien sûr, vous pensez bien, on a des séminaires. Ah bon, mais ils sont organisés par qui? Bah, par des banquiers, bien entendu. Donc ça nous avait fait bien rigoler. Ah, ils sont honnêtes, c'est bien. C'est rare. Oui, oui, voilà, oui, oui. Donc pour répondre à la fameuse question j'ai oublié le nom de la personne qui avait demandé, voilà, à la fois, ça les préoccupe vraiment pas, et en plus, ils sont incompétents. Est-ce qu'il y a une entente générale sur le sujet, Luc, Benoît? Ouais, Bah, moi je pense qu'en fin de compte, quand les candidats font campagne, ils abordent pas trop le sujet parce que c'est un sujet plus technique et sur le fonctionnement de l'économie, et ils préfèrent, je pense, exprimer ce qu'on pourrait faire avec. C'est parce que, enfin, je sais pas, je vois ça comme ça, c'est que par rapport au cheminement que j'ai fait pour essayer de comprendre la création monétaire, moi, depuis 2 ans, à chaque fois, on me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le programme, j'ai pas envie de l'écrire tout seul. Donc, moi, j'ai bien des idées, je peux les exprimer, mais tout ce qu'on va créer avec la création monétaire, c'est des choses qu'on doit décider ensemble, quoi. Benoît? Ouais, alors j'ai deux parties dans la réponse. La première, ce serait qu'ils pensent que c'est un bon système, le système actuel, parce que il empêche les excès monétaires. Parce qu'on l'a dit, moi je l'avais dit au tout début, mais c'est vrai qu'il faut toujours qu'il y ait un lien entre la quantité de monnaie qu'on va créer et l'expansion de la production physique. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une création de richesse réelle qui soit associée à une création monétaire. Sinon, en fait, on ne fait qu'injecter plus de monnaie dans un système qui reste de même taille. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est que au bout d'un moment, on gonfle les prix, quoi, en gros, pour faire simple. Donc effectivement, ça mène à une inflation qui sert à rien, quoi. Donc il y a toujours une question à se poser qui est quand on injecte de la monnaie nouvelle dans un système, de combien en fait on va faire grossir, entre guillemets, le gâteau économique, l'économie physique. Donc la question, eux, dans leur tête, ils pensent que la Banque centrale, c'est le garant du fait qu'il n'y ait pas ces excès-là. Et comme c'est pas sous contrôle politique, donc c'est des experts, ce sont des gens qui savent, donc ils pensent que c'est un gage de bonne tenue, voilà, et qu'il n'y ait pas d'excès et qu'il n'y ait pas d'utilisation de la monnaie pour des questions populistes. Voilà, c'est ça qu'ils ont en tête la plupart. Je pense que c'est pour la plupart des sous-fifres, on va dire, des élus un peu des idiots utiles, on va dire, du système, c'est un peu ça qu'ils ont en tête. Alors évidemment, on peut pas. Enfin voilà, il y a une réalité, c'est qu'effectivement la monnaie c'est un pouvoir. On peut pas faire n'importe quoi avec. C'est pour ça que il y a toujours cette idée que bah oui, on peut l'utiliser pour le bien, mais ça peut aussi se retourner contre nous si on en fait n'importe quoi. Donc il faut quand même la connaître. Et expliquer ça aux gens, c'est chiant et c'est pas porteur politiquement. Donc il y a très très peu de gens qui en font leur cheval de bataille. Ça c'est sûr.
Et évidemment, il y a la troisième part, c'est que il y a quand même des gens qui savent ce que ça pourrait donner en fait une création monétaire au service des gens. Ça veut dire une émancipation des gens à terme du pouvoir financier, du pouvoir bancaire. Donc, ils savent que si les gens commencent à s'intéresser à cette idée-là et qu'ils commencent à voir qu'on peut on peut la maîtriser, voilà, comme on peut maîtriser une réaction en chaîne de fission nucléaire, on peut maîtriser une réaction de création monétaire en chaîne. Ça, c'est possible. Donc si on a cette connaissance-là qui vient dans la population, ils ont peur que on va dire, leur pouvoir leur échappe. Donc ça, je dirais que c'est pour ceux qui voient un peu plus loin, d'accord? Et qui sont, on va dire, un peu plus comment dire, des insiders, quoi, des initiés dans le système. Alors, est-ce que j'ai mal compris, C'est moi? passé pour. Ouais, je voulais savoir quand même, Benoît, parce que tu parles d'économie physique, donc tu veux une production de richesse qui soit physique et dure, quoi, si j'ai bien compris. Mais et donc la sécurité sociale telle qu'elle avait été créée au début des 30 Glorieuses, pour toi, c'est une erreur. La sécurité sociale, elle repose sur la disponibilité du service de santé. En fait, Donc c'est quand même une richesse. non, mais oui, mais c'est qu'il faut comprendre que c'est une conséquence de la création, de la productivité supérieure de l'économie. C'est-à-dire que par la productivité de l'économie, on fait en sorte que les gens qui travaillent soient productifs. C'est-à-dire qu'ils ont moins besoin de travailler, il y a moins d'efforts qui sont faits pour obtenir plus de résultats. C'est-à-dire en termes de confort, voilà, de production d'énergie, de production de biens, etc., d'équipements, d'infrastructures, etc. Donc un hôpital, c'est une infrastructure. On peut faire un hôpital que si on a un peu de surplus on va dire, de ressources. On peut former des gens, des médecins, c'est 10 ans, 10 ans de formation. On peut former quelqu'un pendant 10 ans à rien faire, entre guillemets. C'est-à-dire il est là juste à apprendre, quoi. Il travaille pas, quoi. Enfin, un petit peu quand il est en interne, mais sinon, voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir c'est toute une armée de gens qu'il faut former et à rien faire, quoi, pendant 10 ans. Donc pour ça, il faut avoir des surplus de ressources qui soient créés dans la société par la productivité physique du travail. Et c'est ça qui permet à un moment d'avoir une sécurité sociale, c'est-à-dire que quand on arrive quelque part, il nous arrive un pépin, on peut aller à un hôpital et hop, c'est bon. On est soigné, quoi. Mais bon, si on a une sécurité sociale mais qu'il n'y a pas d'hôpital, voilà, on a un système bancal quand même. C'est Vois, Luc, ça répond à ta question? Ouais, c'est un point de vue, mais je le partage pas vraiment, là. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a pas de raison qu'on fasse une différence entre une économie physique et une économie de service. Parce que si on regarde bien, le flux monétaire, on peut très bien créer de la monnaie pour un service et voir revenir cette monnaie sous forme fiscale, exactement comme on construit un bâtiment. Il n'y a pas de raison. Une fois que le service est consommé, l'argent circule et puis revient par les taxes et les impôts. Benoît? Mmh. Ouais, non, mais il y a des services qui ont une valeur ajoutée, hein. Je dis pas que voilà. Le valeur ajoutée de la sécurité sociale, c'est le fait que c'est pratique. Donc ça évite en fait que des gens soient dans l'angoisse de ce qui va leur arriver. Donc ils sont apaisés. Donc il y a des gens apaisés, des travailleurs et des citoyens apaisés. Et ça n'a pas de prix d'une certaine manière. Donc quelque part, ça crée une condition des citoyens qui est déjà une reconnaissance envers le système aussi, parce qu'on se dit qu'on est bien traité. Donc il y a une bienveillance vis-à-vis du système, donc il y a des choses qui sont faites par les citoyens qui vont être plus généreuses, par exemple. Ils vont être plus généreux dans l'ensemble. Étant plus généreux, des fois, ils vont être plus bénévoles, ils vont être plus dans l'entrain de faire des choses, etc. Donc ça veut dire ils vont
apporter à la société une richesse, mais disons que comptabiliser, disons, exactement cette richesse, ça va pas être possible parce que c'est trop non linéaire, en fait. C'est vraiment ça part dans tous les sens. Mais on sait quand même qu'il peut y avoir un effet du fait de d'être cette sécurité justement, OK? Cette bienveillance qu'on a vers les gens. Il y a un effet global dans la société qui n'est pas vraiment, mesurable comptablement, mais il existe. Donc on peut se dire qu'effectivement, en le faisant, on va obtenir une richesse un peu plus grande dans le pays. Mais ça va être comment dire? Un effet un peu global. Donc on peut après taxer, on va dire, le travail qui va émerger de ça. On sait qu'on va obtenir peut-être plus. On ne saura pas exactement quelle part vient de cette sécurité sociale, mais on sait qu'en tout cas, le fait que les gens soient rassurés, en sécurité, en termes de leur santé, ça va avoir un impact quand même sur la richesse qu'ils produisent. Tu vois ce que je veux dire? C'est indirect, d'accord? Mais ce que je veux dire, Ouais, le je vois. service, le service, il dépend d'un socle de l'économie physique, en fait. Et qu'on ne peut pas avoir ce service s'il n'y a pas les hôpitaux, la formation des médecins, des infirmiers, l'équipement, les machines, etc., hein, le matériel. Et Jean-Charles qui dit les services descendent de la production d'abord et ensuite les services publics sont des retours sur investissement. Et je vous aurais bien proposé en fait que on tarde pas à conclure cette partie du débat. J'ai la question de Jean-Charles. Alors je sais pas si au final Jean-Charles, tu es en capacité de prendre le micro ou pas. Ça j'en suis pas sûr. Donc la question technique La question voilà, c'est pour technique. finir. Donc, donc s'il y a des gens qui auraient une question un peu plus poétique, un peu plus, voilà, qui préfèrent, Pour terminer, ouais. qui voient la politique un peu plus de manière poétique, n'hésitez pas à poser la question dans le chat pour qu'on puisse conclure dessus. Mais d'ici là, question technique. Quelle différence entre escompte de la Banque de France au budget de l'État et les dotations budgétaires au crédit productif? Qu'est-ce qui entre dans l'actif et qu'est-ce qui entre dans le passif? Alors déjà, à mon avis, il y a un mélange dans pas mal de choses. Le crédit productif déjà. Un crédit productif, c'est quoi? C'est une banque nationale qui fait du crédit. Voilà, c'est ça un crédit productif. Public, pardon. Je pensais qu'il y avait écrit productif public. Mais une banque nationale qui fait du crédit comme une banque, hein, qui fait un crédit, voilà, à quelqu'un. Une banque nationale, ce serait aussi une banque de la nation qui serait capable de faire du crédit. Voilà. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est interdit de faire du crédit pour une banque nationale. Là, il parle bien de crédit productif public. Hein. OK. C'est bien ça dont tu parles. Donc, des dotations budgétaires au crédit. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'une banque nationale, pour pouvoir faire du crédit, il faut quand même comme toutes les banques, il faut des fonds propres. D'accord? Donc, il y a l'idée de comment on va créer les fonds propres de la Banque nationale. Il y a plusieurs façons. Ça peut être juste des citoyens qui décident de mettre de l'argent à la Banque de France. Donc, ça fait des fonds propres qui permettent de faire du crédit. Il y a une garantie sur les crédits. Et à ce moment-là, les fonds propres, le capital est rémunéré avec des taux d'intérêt, etc. Donc en fait, avec ça, des citoyens français pourraient juste placer leur argent et ils pourraient fructifier, etc. Bon, il y a une autre façon de le faire, c'est de prendre la vieille dette, de la transformer en un titre de dette, de reconnaissance de dette, et de dire que ce titre de dette et devient un capital dans une banque nationale. C'est-à-dire qu'il devient de l'argent, puisqu'on est censé le rembourser plus tard. On décide que finalement ce remboursement est fait et que la personne peut utiliser son argent et le placer en capital dans la banque nationale. Ce qui recycle finalement la vieille dette pour en faire un crédit productif public. Voilà, c'est à peu près ça. Et après, la Banque de France, elle a le choix, donc soit de faire ce crédit à l'État,
si c'est un projet étatique, ça peut être un crédit à une collectivité locale, ça peut être un crédit à un consortium d'entreprises qui participent à un projet qui est prioritaire dans la planification indicative de l'État, etc., etc. Donc voilà à peu près comment ça fonctionnerait. C'est pas sorcier forcément. C'est peut-être plus sorcier en pratique réelle, en conditions réelles de combat, mais dans le principe, c'est pas sorcier. Il dit crédit sans remboursement. Ah bah si, un crédit, il y a un remboursement, parce que toute création monétaire implique qu'il y ait une destruction monétaire à un moment, mais c'est juste que comme c'est différé dans le temps, en fait, on a un accroissement de la masse monétaire au cours du temps, si on a une expansion économique, mais il y a une partie de la monnaie qui a été créée qui va revenir à un moment sous forme soit de taxes, soit de remboursement de crédit. Parce qu'il y a une façon d'éteindre en fait cette comment dire? Alors ça peut être un crédit soit remboursable, ça peut être aussi une création monétaire, mais avec une base de taxes associée. C'est-à-dire qu'on va créer la monnaie, on va l'injecter dans le système sans remboursement, mais par contre on va y associer une façon de prélever sur l'économie pour pouvoir détruire la monnaie qu'on a créée. Donc typiquement, je sais pas moi, vous voulez investir pour le Space Train, donc un nouveau système de transport à très haute vitesse à bas coût dans le pays. Vous allez le financer par exemple avec du crédit public, ça peut être de la création monétaire, par exemple, vous choisissez que c'est comme ça, et vous allez associer une taxe sur les carburants, par exemple, ou sur le transport routier, ou je sais pas, un truc basique. C'est-à-dire que vous faites pas juste la taxe sur le transport routier et après vous faites le Space Train quand vous pensez que vous avez ramassé suffisamment alors que votre pays il est tout foutu, quoi. C'est une façon c'est une façon de créer l'alternative en même temps qu'on est en train de créer la taxe, quoi. Parce que ça serait un Yoann peu pose la question. révolutionnaire. Mhm. J'appuie sur cette idée quand même. C'est un peu révolutionnaire l'idée que on fait le projet avant même de taxer les gens pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, on fait l'inverse. On a fait les portails écotaxes. Je parle de ça parce qu'on a des Bretons en ligne. Mais pour pouvoir financer, soi-disant, la transition verte, etc. Mais en fait, on aurait pu faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire la transition verte avec du crédit et puis mettre en place ensuite les portiques ou du moins quelque chose qui s'apparente, peu importe. Mais au moins, la transition est lancée. C'est-à-dire on a déjà quelque chose, une alternative concrète à proposer aux gens plutôt que de les laisser en fait à payer une taxe mais sans qu'il y ait d'alternative. Voilà. Ouais, je vous proposerai à la limite, peut-être s'il y a quelque chose que vous voudriez dire avant qu'on passe à la suite. Après, on pourra, voilà, que les gens qui veulent discuter de comment on va gagner, etc., ben, on peut passer ensuite en vocal, en tout, là, les salons plus libres. Donc, ouais, je sais pas si vous voulez donner un petit mot de la fin, s'il y a d'autres trucs que vous voulez rajouter, ou conclure sur quelque chose. Non, j'allais dire que j'ai pas d'idée pour le mot de la fin. Vas-y, prends-le. Ok. Non, moi, je voulais juste rappeler que on peut se satisfaire d'un système monétaire imparfait, mais pas d'une économie physique imparfaite. Moi, c'est ça que je dis, c'est qu'on peut toujours se débrouiller avec des briquets de broc monétaires. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Par contre, si on a une économie physique toute pourrie, bah en fait là c'est grave parce que ça touche à la vie des gens et que le but en fait d'avoir une souveraineté monétaire, c'est quand même de garantir aux gens une vie digne et une vie meilleure pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc il faut pas oublier le but en fait de la souveraineté monétaire parce que si c'est juste pour être souverain, ça sert à rien. Si c'est pour avoir un but, disons bien précis et noble, alors d'accord, ça vaut le coup de se battre et ça vaut le coup
de le prendre aux oligarques. Voilà. Gérard? Alors là, oui, je suis d'accord. Ah, Oh, vas-y. Ouais, non, c'est ce que je dis. Ouais, c'est souvent, c'est la remarque qu'on me fait, c'est quand je commence à expliquer la création monétaire, c'est de savoir dans quel but. Et souvent, ouais, c'est vrai, c'est vers là que je vais, c'est dire, c'est pour justement offrir une vie digne à tout le monde, ouais. Et surtout à mes enfants aussi, oui. Je suis d'accord. Ah, bah, moi Gérard. aussi. Cool. Moi aussi. Je crois que là, on peut finir sur une note vraiment optimiste parce qu'on est vraiment tous d'accord, enfin là, au moins tous les trois ce soir, sur le fait que la monnaie, c'est un outil de survie, un outil de liberté. Et que donc, si chacun reçoit ou se crée ou se fait créer ou reçoit à titre collectif ou à titre individuel suffisamment de monnaie, ne serait-ce que pour rester en vie, ne serait-ce que pour survivre, pour les moments de sa vie où il n'est pas encore capable de produire, où il n'est plus capable de produire, ou bien pour les moments de sa vie où il est en train d'étudier des projets tout seul ou en commun ou à plusieurs ou en collectif, et que donc il a besoin de recevoir, de consommer, d'acquérir des choses pour monter son projet et pour rester en vie, pour satisfaire ses besoins primaires. Effectivement, la monnaie, la distribution de monétaire et donc la création de monétaire, qu'elle soit créée, comme dit Benoît, par un système qui marche un peu de travers, ou qu'elle soit créée par un système avec une Banque de France nationale souveraine qui distribue de la monnaie pour des projets votés en commun ou pas, ou par un système où chacun reçoit une part de monnaie individuelle et il en fait ce qu'il veut, dans tous les cas, et même dans les cas extérieurs à la monnaie officielle que sont les systèmes d'échange locaux, les monnaies locales et bien d'autres systèmes de business to business ou de peer-to-peer. Dans tous les cas, le fait de recevoir sa monnaie, le fait de pouvoir utiliser la propre monnaie qu'on a reçue ou qu'on a créée soi-même, dans tous les cas, ça sert à rester en vie, à avoir une meilleure vie et à monter des projets ensemble. Et ça, je crois qu'on peut être tous d'accord là-dessus et ça peut nous faire une grande direction politique et philosophique à suivre. Merci. Ok, super. Profite, Ouais. je souligne que ma prochaine vidéo sera sur justement les critères physiques, parce que je ne démords pas de ça, mais effectivement, on est d'accord sur une chose, mais on a aussi des choses, à mon avis, à approfondir tous ensemble, voir quels sont ces fameux critères physiques qui, pour nous, en tout cas, voilà, sont assez importants et qui font quasiment la raison pour laquelle notre parti il existe en tant que tel. C'est que justement, on veut accentuer sur on va dire cette notion-là. Donc, on pourra en rediscuter aussi après dans une autre émission quand j'aurai sorti ma vidéo. Ça vous dit. Oui, non, c'est sûr qu'il y a un truc vachement important dans la notion de travail physique, c'est le fait de se rendre compte de sa propre valeur. Et je dis ça parce que j'invite tout le monde dimanche à 18h, on va continuer la lecture de l'introduction qu'a fait Jacques Cheminade à la réédition de la thèse de philosophie de Jaurès. Et donc, introduction que Cheminade a titrée Jean Jaurès, éducateur du travail humain. Et donc, si on veut faire en sorte que nos concitoyens retrouvent la dignité face à l'oligarchie, ça sera aussi en passant par ça, par le fait que de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire avec nos mains, avec notre tête. Ça va être, voilà, on le voit tous les jours que c'est ce qu'il y a de plus important que d'avoir le regard perçant et le dos bien droit. En tout cas, voilà, merci à tous. Merci Luc, merci Gérard, merci Benoît. Si. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Salut.